Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube pour parler du livre Rebel Witch, le livre qui permet de créer votre pratique qui vous ressemble. C'est vraiment un livre que j'ai adoré, je l'ai dévoré, j'en suis à ma deuxième, troisième lecture même, et j'avais très envie d'en profiter en fait pour vous parler aussi de lecture active. J'ai eu plusieurs questions en fait sur ce sujet-là et je pense que ce livre s'y prête très bien puisque comme vous le voyez, je me le suis complètement approprié, je l'ai annoté, je l'ai transformé, je l'ai modifié. Bref, j'en ai fait un véritable en fait grimoire à l'intérieur même du livre. Et donc j'avais envie de faire un petit focus avec vous, de profiter en fait de cette review, de cette présentation de livre pour vous parler de ce principe de lecture active. Alors déjà, j'avais envie de revenir sur qu'est-ce que la lecture active pour moi, dans quel livre je le fais, comment je le fais, à quel moment, pourquoi, etc. En fait, c'est simplement des types de lectures dans lesquelles je viens, pour ma part, annoter mon livre, dans lequel je viens prendre des repères de ce qui me plaît dans ma lecture, en tout cas de ce qui me questionne, de ce qui m'interpelle, soit en le faisant directement dans le livre, comme ici vous allez le voir, soit aussi parfois en prenant des notes dans un journal à côté, sur des post-it. Il y a vraiment plein de façons de faire sa lecture active. Vraiment là, pour le coup, YouTube regorge de vidéos de personnes qui montrent comment annoter ses livres. Ici, je vais vous montrer comment moi je le fais, principalement sur Rebel Witch. Mais c'est vraiment une lecture qui permet en fait, pour moi, d'imprimer réellement et concrètement les informations que je trouve intéressantes dans un livre, puisque j'ai remarqué que c'est beaucoup plus efficace en fait quand je prends le temps d'annoter ce qui me parle, de revenir dessus après ma lecture, de prendre note uniquement de l'essentiel. Eh bien, je retiens plus l'information et puis j'applique aussi de manière pratique ce que je lis comme conseil, comme questionnement, comme idées qui me viennent au gré de mes lectures. Beaucoup plus en tout cas que lorsque je consommais mes livres, comme je consomme un roman ou une BD ou autre. Alors, avec quel livre justement je pratique la lecture active? Principalement des livres qui sont en fait en dehors de la fiction, même si je peux le faire aussi un peu, mais c'est principalement avec des livres de développement personnel, autour de la pratique magique, autour du tarot, autour en fait d'un apprentissage, d'un système, d'une technique particulière. Vous voyez, des livres qui vont être beaucoup plus en fait pratiques et qui vont me permettre d'enrichir en fait mes connaissances sur un sujet, sur un thème, parfois de manière purement personnelle et purement pour répondre à de la curiosité, mais parfois aussi dans un but d'apprentissage. Il m'arrive quand même de faire parfois de la lecture active dans mes romans, mais je le fais de manière beaucoup plus légère quand c'est ça. En général, je ne fais que surligner ou souligner avec un crayon de papier ou avec un stabilo les passages du livre qui vont me parler, peut-être des citations par exemple. Je vais relever certaines citations de livres qui me parlent. Mais en général, c'est tout ce que je fais en dehors des livres de fiction que je vais lire pour apporter de la pop culture à ma pratique, puisque vous allez voir, on va en parler dans le livre, mais c'est vraiment quelque chose qui, moi, me parle beaucoup. Et donc, j'ai comme ça quelques livres de référence. Je pense à Harry Potter, je pense à la série de Anne Shirley. Ce sont des livres que je viens un peu annoter, dans lesquels j'en retire des citations, des passages pour travailler avec. Mais c'est quand même une lecture active plutôt légère, contrairement à ce que je peux faire dans ce genre de livre ici, où là, je viens faire le même principe, mais en plus, je peux prendre des notes directement de mes réactions dans le livre, ou comme je vous l'ai dit, dans un journal à côté. Je vais en tirer des questions de journaling, par exemple, que je vais trouver intéressantes, des exercices pratiques, des fois des tirages de cartes qui me viennent au gré de ma lecture. Voilà, en général, c'est le genre de lecture qui génère tout un tas d'informations qui peuvent après être utilisées soit dans ma pratique, soit avec mon tarot, soit dans mes journaux, soit pour créer une autre vidéo ici sur YouTube ou sur Patreon. Voilà, ça me met en fait de la matière avec laquelle travailler. Ça, c'est pour ça que maintenant, je prends le temps dans mes lectures actives de vraiment annoter mes livres.
Et en général, c'est quelque chose que je vais faire plutôt sur ma routine du matin. Je me prends, quand j'ai un livre en cours, je me prends une demi-heure le matin avant de démarrer ma journée de travail pour lire un chapitre par exemple ou un passage et puis annoter. Et ça me permet comme ça aussi de faire durer, comme c'est un temps limité de lecture dans ma journée, de faire durer le livre un peu plus longtemps et d'avoir le temps de bien intégrer les informations que je relève et que ce soit pas juste de la consommation et je passe au livre suivant. Et en fait, quand je fais ça, je me rends compte que un mois après, je suis incapable de ressortir une chose de ma lecture. Alors que là, comme ça, je retiens bien mieux ce que j'ai envie de mettre en lumière dans les livres. Et puis, comment je fais la lecture active en général? Je fais une première lecture des livres où là, je viens surligner. Parfois, j'annote aussi directement dans le livre. Mais en général, ça, c'est ma première lecture. Et puis, je laisse passer un peu de temps avant de revenir dessus. Je ne relis la deuxième fois que ce que j'ai surligné, ce que j'ai rajouté, ce que j'ai annoté. Et là-dedans, je ne garde encore une fois que vraiment l'essentiel. Puisque, bien sûr, vous voyez, un livre comme ça de plusieurs centaines de pages, ça sert à rien en fait. Si j'ai une centaine de notes à la fin, je ne vais pas retenir 100 informations. Donc je viens après vraiment prélever que le cœur de ce que je trouve intéressant. Et puis, souvent, vous allez le voir en tout cas dans celui-ci, je viens au gré de mes passages dans le livre rajouter des choses. Ici, je vais rajouter, vraiment, je pense que c'est le livre dans lequel je me suis le plus investie, si je puis dire. Donc là, j'ai vraiment rajouté aussi du visuel, des collages. J'ai rajouté mes propres onglets pour pouvoir m'y retrouver moi-même dans ma lecture plus facilement en fonction de ce qui me parlait. Voilà, donc c'est vraiment, c'est un peu comme des couches. Vous voyez, à chaque lecture, je rajoute une couche soit d'informations, soit de... voilà, on peut très bien décorer ces livres. Hein. Ça pourrait être un support comme peut l'être un journal. Donc ça, c'est vraiment voilà comment je m'y prends dans ma lecture active. Et puis en termes de matériel, alors là, c'est libre à votre imagination. Mais un surligneur, un crayon de papier et des post-it, c'est la base. C'est la base, je pense, pour vraiment être efficace. Et en tout cas, c'est à peu près tout ce dont je me sers. Vous allez voir, rien de bien compliqué. D'ailleurs, en fait, je me suis fait une petite pochette ici avec mon indispensable. Quand j'ai une lecture en cours, je viens glisser dedans. C'est une petite pochette à dessin comme ça que j'avais eu, je pense, pendant mes études à scratch. Et donc, je viens glisser les quelques surligneurs. Là, je ne l'ai pas mis parce que je m'en suis servi aujourd'hui, mais je glisse aussi le stylo ou le crayon qui me sert à annoter dans mon livre. Et puis des post-it, comme je vous disais. J'aime bien choisir quand je peux, parce que j'ai pas un stock énorme de post-it non plus, hein, mais quand je peux choisir la couleur en fonction du livre. Je sais que pour lui, j'ai vraiment investi. J'ai acheté un surligneur violet et un bleu clair parce que je les avais pas. Et puis des post-it bleu turquoise comme ça aussi. Pour être vraiment dans le thème, je vous ai dit vraiment celui-ci, je me suis pleinement investie dans ma lecture parce que j'ai vraiment décidé de faire de ce livre un endroit où je peux rassembler tout ce que j'ai envie de tester, tout ce que j'apprends qui concerne ma pratique magique. Je vais revenir aussi dessus un peu plus tard. Et donc voilà, j'ai un peu complété ici ma pochette pour ce livre avec quelques photocopies de cartes de tarot. Ici, de jeux que j'ai et qui m'inspiraient assez bien, que je peux venir en fait glisser dans le livre, soit en les collant sur les pages, soit sur un papier, et ça me fait en fait des rajouts de flaps pour venir annoter en fait. Et puis j'ai ici imprimé la planche des Printable, je sais plus, peut-être Travaux Magiques ou Sortilèges, ou peut-être les deux même d'ailleurs, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur ma boutique Patreon. Je vous mettrai le lien en description. Et puis je suis venue les colorer tout simplement à la peinture à acrylique aux couleurs du livre aussi. Ça me permet de décorer facilement mes pages. J'ai pas non plus envie dans ce genre de lecture de prendre des heures à venir créer dedans. C'est pas non plus comme dans un art journal.
Je viens pas sortir tout mon matériel, toutes mes peintures, etc. J'ai envie que ce soit quand même simple, que je me concentre sur ma lecture, mais que je puisse voilà, décorer un peu mes pages. Donc je me suis préparé ça pour me faciliter. Et puis j'ai aussi, hop, j'ai aussi une petite pochette que je vais vous montrer. Hop, voilà. Ça, c'est la pochette que j'ai dédiée à ce livre. Donc ça, c'est quelque chose que je fais assez facilement quand j'ai un projet en cours. Je crée une petite pochette quand je sais que c'est un projet qui va durer sur un long terme, dans lequel je peux venir glisser mes papiers, mes images, etc. Comme ça, je peux venir piocher dedans plus facilement. Et donc ici, je me suis mis de côté, hop, pas mal de choses. Je fais le tour rapidement avec vous, mais ça, c'est des chutes de feuilles à petits carreaux. J'utilise beaucoup ici dans ce livre pour, pareil, rajouter des flaps et venir ajouter des notes, en fait. Donc, voilà, quand j'ai des chutes, quand j'utilise pour d'autres projets, que j'ai des chutes de feuilles à petits carreaux, c'est facile pour venir écrire. Typiquement, ici, ça devait être un journal que j'ai recoupé en Traveler Notebook. Donc, j'ai pas mal de feuilles disponibles. Voilà, je peux les teindre comme ici, un peu à l'aquarelle. Ça, c'est quand j'ai vraiment le temps, que j'ai envie de me faire une petite session pour préparer dans mon livre. Après, j'ai découpé quelques images dans mes magazines Happiness qui me parlaient pour le thème du livre, donc autour un peu de la pratique magique, la pratique ésotérique. Voilà, quelques motifs aux couleurs bleu, rose, violet, un peu dans le livre, et puis quelques images ici. J'ai aussi imprimé le petit oracle des mots de Mélodie Miroir. Je pense qu'elle l'avait rendu disponible à un moment donné avec un de ses programmes. Je ne me souviens plus exactement lequel. Et donc là, j'en ai profité pour l'imprimer parce qu'en fait, vous le voyez ici, c'est un oracle, c'est des petites cartes avec simplement des mots. Et en fait, ils sont aux bonnes couleurs pour le livre. Et donc, je trouvais ça super chouette. Je crois que Mélodie... le fait aussi parce qu'on a entamé ensemble la customisation de notre Rebel Witch, si elle passe par ici. Et donc, je crois qu'elle le fait aussi dans son livre. C'est peut-être même elle qui m'a inspiré cette idée. Et en fait, je les utilise pareil en flap, en rajout. Vous le verrez quand je ferai un petit tour à l'intérieur. Mais dessus, j'en viens noter les idées, les phrases, les citations qui me viennent des autres. Voilà, comme j'utilise le jeu de quelqu'un d'autre, c'est un peu un repère. Ça me permet d'avoir... à chaque fois qu'il y a une carte comme ça, je sais que ce qui est écrit dessus, c'est quelque chose qui ne vient pas de moi, mais une inspiration extérieure en fait. Donc voilà, là j'ai toutes les cartes imprimées comme ça. Je me suis aussi imprimé les coloriages de Molly Roberts. Elle a fait tout un PDF de coloriage. Je crois même qu'elle en a fait un livre maintenant d'ailleurs. C'était disponible sur son Patreon à un moment donné. Et donc je les ai imprimés en petit format. Pareil, de temps en temps, quand le thème de la page me parle, eh bien, je viens l'ajouter, l'insérer dans mon grimoire. Enfin, dans mon livre grimoire. Hop. Et puis ensuite, quelques chutes de papier de magazine ou papier peint aux couleurs toujours bleu, rose et violet. Pareil, ça me permet de venir découper soit des petites cartes, soit de décorer mes pages assez simplement et assez rapidement. Voilà donc pour le matériel que j'utilise vraiment pour ce livre et pour cette lecture active. Alors pourquoi j'ai eu envie de faire autant d'investissement dans ce livre-ci? Parce qu'en fait, il m'a vraiment beaucoup parlé et c'est un livre qui est très pratique. Il donne vraiment beaucoup d'idées, il aborde beaucoup de thèmes, beaucoup de choses. Et en tout cas, des choses qui m'ont permis de me mettre à ma pratique magique concrètement, très facilement, très rapidement. Et donc, du coup, j'ai eu vite plein d'idées comme ça qui ont fusé. Et je me suis dit que le meilleur endroit pour tout rassembler, c'était de le faire directement dans le livre. Et petit à petit, voilà, j'ai investi comme ça. Et comme Mélodie l'a aussi et qu'elle avait un peu le même rapport au livre, et bien pendant toute une période, on s'était un peu encouragé toutes avec Émilie aussi de Artémisane. On s'était un peu voilà, encouragé dans notre livre à venir le créer et partager sur ce qu'on avait relevé d'important dedans. J'en viens donc à la présentation de ce livre Rebel Witch, créer la pratique qui vous ressemble de Kellyanne Maddox.
C'est un livre qui est édité aux éditions Danaé, qui sont largement connues hein, dans le milieu de la magie et de la sorcellerie. Et il est vraiment décrit comme un guide pratique qu'on pourrait avoir toujours sur soi et à venir piocher pour en fait construire la pratique qui nous ressemble en magie, en sorcellerie, en peu importe le terme que vous avez envie de mettre dessus. C'est d'ailleurs une question que je me suis posée à la lecture de livres, vous allez voir dans les premiers chapitres. Et en fait, l'autrice nous propose, je vais d'abord vous faire un petit point sur le sommaire avant de revenir sur la customisation de mes premières pages. Mais en fait, l'autrice nous propose 3 grandes parties dans son livre. Donc la première partie, c'est vraiment sur définir les termes, définir ce qui est pour vous une sorcière, ce qui est pour vous la magie, ce qui est pour vous la sorcellerie. Qu'est-ce que vous avez envie d'intégrer dans votre pratique, de remettre en question, qu'est-ce qu'il existe, pourquoi devenir une sorcière, pourquoi intégrer telle ou telle chose dans sa pratique. Voilà, on pose vraiment les bases en fait avec la première partie. Elle soulève beaucoup de questions pour vraiment voilà, être un peu au clair en fait avec ce qui nous parle, ce qui fait sens pour nous. Et c'est pas un livre dans lequel elle donne des réponses où elle va nous dire que on devrait faire ça ou ça, que ça c'est bien, que ça c'est mal. Non, elle ouvre un champ de possibilités et libre à chacun de s'approprier ce qui est dans le livre de la manière qu'on veut ou de laisser de côté ce qui ne nous parle pas. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu dans ce livre. Ensuite, la deuxième partie, qui est celle que j'ai le plus à noter, c'est vraiment tout le concret. Donc là, elle balaye tout ce qui est possible de faire dans sa pratique de sorcière ou de magicienne, ou peu importe. À savoir la roue de l'année, les calendriers, les dates importantes, comment fêter des événements, comment créer des routines, des sortilèges, quels outils utiliser. Elle parle aussi de l'autel, elle parle de rituels, de divination, de tout ce qui peut en fait toucher à la pratique magique, et elle donne plein d'exemples sur comment utiliser tout ça de manière personnelle. Je trouve que c'est vraiment très pertinent. Et puis la dernière partie, elle va plonger en fait un peu plus en profondeur sur des thématiques particulières, comme le travail de l'ombre, comme son éthique de travail, hein, si on veut en faire sa profession, sur comment s'organiser, le rapport aussi aux autres, si on ouvre notre pratique de manière professionnelle ou non, pardon, mais en consultation, en ouverture de service, voilà, comment mettre ça en place, quelles sont les bonnes questions à se poser. Donc c'est vraiment un peu la suite pour aller plus loin qu'elle aborde dans cette dernière partie. Voilà, ça c'est vraiment la grande construction du livre. Moi j'ai renommé, vous allez voir, les chapitres qui me parlaient avec un peu des termes plus personnels dans l'utilisation. Voilà, je voulais vraiment rendre ce livre pour moi utile et pratique le plus possible. Et donc voilà, je sais selon mes besoins et selon ce que moi j'utilise dans ma pratique, j'ai pu mettre en lumière ce qui est important et puis passer de côté le reste. Donc j'ai avec mes petits onglets un peu renommés l'index pour venir retrouver facilement. Et ensuite j'ai mis être une sorcière, pratiquer la sorcellerie, le chapitre sur la roue de l'année, toutes les inspirations possibles, créer son espace sacré, les outils magiques, l'autel, les sortilèges, ça c'est un peu les grandes catégories. Donc les sortilèges, les rituels, activités. Ensuite, toute une partie sur le journal, grimoire, livre des ombres, etc. Le focus sur travail de l'ombre. Et pour l'instant, c'est tout ce que j'ai mis en lumière ici. Voilà un peu donc pour la construction du livre que je voulais vous présenter ici. Et tout de suite, je vais en fait faire le tour avec vous des premières pages, en tout cas jusqu'à la partie où j'en suis actuellement dans ma lecture. Et à chaque fois, je ferai un petit point sur comment je me suis réapproprié le livre en lui-même, ce que j'ai mis en place, voilà, mes petites notes, etc. Ici, directement déjà sur la
la première page, j'avais envie de plonger dans le thème. Donc là, j'ai directement posé mon code couleur de bleu, rose et violet avec en quelques images, en quelques stickers et en quelques mots, la magie et puis ce qui était important pour moi dans ce principe-là. Donc surtout le mot créer était vraiment important puisque je pense que ma pratique c'est essentiellement une magie créative. J'ai fait notamment une vidéo YouTube dans les précédentes vidéos, un focus sur les différentes magies qui selon moi font partie de ma pratique. Donc la magie créative, la magie liée à la nature et la magie qui est liée à l'enfance, aux rêves, etc. C'est vraiment mes axes principaux, c'est toujours le cas aujourd'hui, hein, ils sont toujours d'actualité. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir ce petit focus à la fin de la vidéo. Et puis ici, je me suis fait une petite pochette avec mes chutes de papier dont je vous parlais, hein, les papiers à carreaux, pour venir taper dedans facilement. Vous voyez, j'en ai déjà quelques-uns ici aussi sur place. Un petit coloriage de Molly Roberts qui est en cours. Puis une petite image de purification. En fait, ça me permet aussi, ce livre, vous allez voir, j'ai aussi un petit peu commencé à faire du collage, à intégrer des photos comme ça. Parce qu'en fait, j'aime énormément l'attrait visuel, je ne sais pas comment dire, mais l'environnement visuel qui est associé aux sorcières, à la magie, aux magiciennes. Vous voyez l'idée d'avoir une étagère de bocaux remplis d'herbes séchées pour des potions magiques. L'idée d'un vieux grimoire, vraiment l'esthétique, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, vraiment l'esthétique un peu cliché, hein, mais de la sorcière, je l'aime beaucoup, mais je l'aime beaucoup visuellement, mais dans la pratique, c'est vraiment pas des choses que j'utilise, je fais pas beaucoup de sortilèges, j'utilise pas beaucoup de plantes, la purification par exemple, je ne supporte pas ça par fumigation comme ça, mais visuellement c'est intéressant et donc je me disais, pourquoi ne pas retrouver cette esthétique sur le papier en fait, puisque je le fais pas en vrai, mais rien ne m'empêche de reconstituer mon étagère d'herbes magiques avec des bocaux en papier, avec des fioles en papier, avec des photos, avec des images. Et donc voilà, là, je m'amuse beaucoup avec cette idée directement dans mon livre. C'est vraiment quelque chose qu'on pourrait faire aussi dans un journal ou dans son grimoire, hein, tout simplement. Alors ensuite, ici sur les premières pages, là, j'ai fait la liste de tous les sorciers, sorcières qui m'inspiraient, qui m'inspirent toujours. Voilà un peu la liste. Alors, généralement, à chaque fois que je viens refaire une lecture ou remettre dedans et que je découvre de nouvelles personnes, je rajoute. Je pense que je pourrais peut-être aujourd'hui en rajouter quelques-unes. Voilà, je prends le temps de temps en temps d'ajouter la liste. Et puis, premier post-it, une petite note à moi-même qui était vraiment importante pour moi parce qu'au début, quand j'ai plongé dans cet univers de sorcellerie, de magie, j'ai trouvé ça fantastique et moi qui ai toujours été très inspirée par tout ce qui touche à la magie, donc tous les sens du terme, je me suis dit quel formidable terrain de jeu et j'avais envie de tout voir, tout connaître, tout apprendre, j'avais envie d'avoir tous les dictionnaires de symboles, toutes les correspondances, connaître toutes les plantes par cœur, les pouvoirs de toutes les pierres, enfin voilà, j'étais vraiment dans une frénésie comme ça. Et puis en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'utilisais très peu tout ce que j'apprenais et que voilà, dans la pratique, ça me faisait pas sens. Et donc voilà, je me suis fait une petite note pour me rappeler que je ne pratique pas pour les autres, mais pour moi-même. Je n'ai donc pas besoin d'apprendre et de connaître toutes les correspondances générales, mais bien de découvrir celles qui me sont propres. Ça, c'est pour me rappeler de prendre le temps de cheminer avec les outils que j'ai envie d'intégrer dans ma pratique, et de ne garder que celles qui font vraiment sens et quitte à ce que le sens que je leur accorde ne soit pas le même que ceux qu'on trouve dans les livres. Comme je vous disais, j'ai pas une pratique à faire beaucoup de sortilèges, de rituels, etc. J'utilise en fait beaucoup de choses dans ma pratique créative, dans mes art journaux. C'est là que je fais en fait l'équivalent de mes sortilèges et de mes rituels. J'aime bien aussi avoir des éléments qui sont importants pour moi autour de moi quand je vais me faire une soirée un tirage de cartes un peu spécial
ou une soirée créative sur un thème important. Alors là, j'aime avoir mes petits outils, une petite pierre, une petite bougie, etc. Voilà, c'était une note pour me recentrer sur les plantes, d'accord, mais quelles sont les plantes qui me parlent vraiment, que je trouve ici, qui ont un sens en fait aussi dans ma vie et dans mon héritage familial. Là où je voulais apprendre par cœur tous les herbiers, aujourd'hui je travaille seulement avec la lavande que je relie beaucoup à ma famille maternelle, avec la pomme que je relie beaucoup à ma famille paternelle. Et voilà, quelques plantes comme ça que je trouve ici chez moi ou qui ont un sens particulier. Mais là, sur la première page, ça, c'est quelque chose que je retrouve à chaque fois dans mes livres de lecture active. C'est-à-dire que quand j'utilise des petits post-it de repères que je mets sur une page où il y a quelque chose qui me parle. Vous voyez, ici, je relève par exemple, je ne sais pas, cette question. Je viens mettre un post-it à côté et en fait, au début du livre, je fais simplement une légende colorée des post-it. Donc en bleu, c'est toutes les questions qu'elle pose dans le livre et que je trouve intéressantes à venir prendre le temps d'y réfléchir. Soit en journaling, soit avec un tirage de tarot éventuellement. Les post-it verts, c'est tout ce qui est inspiration. Donc là, c'est par exemple, je ne sais pas, elle va parler à un moment donné de créer un rituel, une journée dans l'année pour célébrer nos personnages de fiction qui peuvent remettre une importance aussi particulière que le jour où on va célébrer, je sais pas, la fête des mères, la fête des grands-pères, etc. Je trouve que c'est une idée hyper intéressante. Je me le note en inspiration. Post-it vert. Et puis post-it rose, c'est le travail à faire. Alors ici, ça va être plutôt des choses qu'elle propose ici et où je trouve intéressant. Par exemple, elle va proposer de créer son propre calendrier avec les fêtes qui nous sont importantes et pas un calendrier basé sur voilà, quelque chose de général. Je trouve ça intéressant. Je me le note en post-it rose pour prendre le temps de faire mon propre calendrier. Voilà, bon ça c'est des catégories qui diffèrent d'un livre à l'autre. J'ai pas toujours question, inspiration, travail à faire, même si c'est des choses qui reviennent, mais par exemple, typiquement dans des lectures plutôt de narration, je vais avoir aussi citation. Voilà, ça c'est vraiment des catégories qui changent, mais en tout cas, je fais toujours une légende comme ça au début du livre. Et puis là, je suis venue noter les dates de mes lectures, et en fait, en rouvrant cette année, donc en mars là, mon livre pour ma troisième lecture, ou plutôt la suite, parce que vous allez voir que la deuxième lecture, en fait, je me suis arrêtée à la moitié du livre. Et donc, pour la troisième lecture, en fait, je fais la deuxième partie. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à chaque fois, je venais rouvrir mon livre en mars. Ma première lecture en mars 2022, puis mars 2023, et cette année, mars 2024. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc, c'est pour ça que je suis venue noter le troisième. Parce que, voilà, visiblement, le printemps m'inspire à venir me replonger dans ma pratique magique. Et je me suis mis aussi là un coup de surligneur pour montrer quelle couleur correspond à ma première, deuxième et troisième lecture. Parce que je me rends compte que je surligne pas forcément la même chose à chaque lecture. Selon l'évolution, il y a des choses qui n'étaient pas importantes pour moi il y a 2 ans et qui le sont aujourd'hui. Et inversement, bien sûr. Et puis, on voit sur la première page que j'ai tout de suite... je me suis tout de suite dit que j'avais envie de ne pas hésiter à venir coller des choses sur mes pages ou créer des choses directement dans mon livre. Et aussi, à l'inverse, de ne pas hésiter à venir barrer, rayer, questionner, vraiment entamer en fait un dialogue avec l'autrice du livre directement pour me réapproprier vraiment le texte. Donc ici, c'est anecdotique, mais c'est symbolique. Là où sous le sous-titre, elle a écrit « Créer la pratique qui vous ressemble », eh bien, je me suis mis « Créer la pratique qui me ressemble ». Vous allez voir dès la première page que j'ai tout de suite annoté aussi certaines choses. Ici, sur une idée de mélodie, j'ai fait une page de notes assez générale. Enfin, je pense que c'est l'esthétique dont je me suis inspirée pour de mélodie. Et puis, je suis venue, en fait, moi, noter d'une manière générale ce que j'avais envie d'intégrer comme grand principe qui revenait, vous voyez, des choses que j'ai testées, approuvées et que je me rends compte qui reviennent régulièrement, que j'utilise régulièrement dans ma pratique. Donc par exemple, le symbole du cerf blanc, ça c'est vraiment un animal qui est très important pour moi. Les sylvains de Mononoke, pour ceux qui ont vu le dessin animé Princesse Mononoke des studios Ghibli.
Il y a des petits sylvains qui sont ces petits protecteurs en fait de la forêt hein, qu'on retrouve dans le folklore japonais, si je dis pas de bêtises. Et en fait, eux, ceux-là, ils m'accompagnent dans les instants de méditation, dans mes séances de yoga, de visualisation. Quand j'essaye de me concentrer, j'ai beaucoup de mal à faire ça. Je suis vraiment pas une pro de la méditation. Je suis incapable de rester 10 minutes dans le silence à essayer de ne penser à rien. Et puis en plus, ça me stimule, ça m'apporte rien, ça ne stimule rien chez moi. Mais quand j'essaye quand même de garder une certaine concentration, un focus, en fait, j'ai régulièrement un petit Sylvain de Mononoke qui me vient en tête comme ça et qui secoue sa tête. Vous savez, ils secouent clac, 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 comme ça leur tête dans le dessin animé. Et comme pour me dire, attention, là, t'es en train de partir dans tes pensées, reconcentre-toi. Donc celui-là, il revient très souvent. Le Kokopelli, qui est pareil, un esprit, là pour le coup, plutôt de la culture amérindienne. Lily, c'est la personnification de mes insomnies. Lily et insomnie, puisque je suis une grande insomniaque. Les meilleurs souvenirs avant la méditation, ça c'est quelque chose que je tiens de séances d'hypnothérapie que j'ai fait pendant un moment. Et en fait, juste avant de démarrer la séance d'hypnose, ma thérapeute me demandait toujours de me référer à un souvenir heureux et de pouvoir le détailler précisément. Et en fait, elle me plongeait un peu dans cette ambiance relaxante en me replongeant dans ce souvenir avant de démarrer vraiment la séance d'hypnothérapie. Et voilà, je trouvais que c'était vraiment une idée super. Donc maintenant, avant de devoir me focus sur un instant de méditation, de visualisation, voilà, peu importe la manière ou le contexte, eh bien je prends le temps en général d'essayer de me focus sur un bon souvenir avec tous les détails, tout ce que je pouvais ressentir, ce que je pouvais voir, entendre, enfin voilà mes 5 sens. Et ça me met comme ça dans un état d'apaisement et après je suis plus à même de rentrer dans la méditation. Alors, on passe les remerciements, etc. du début, et puis le sommaire, et on arrive au début du livre. Donc ici, vous voyez, je suis venue tout de suite ajouter. Alors au début, je n'osais pas trop écrire directement dans le livre, donc au premier passage, je mettais des post-it. Au deuxième passage, j'ai commencé à écrire en crayon de papier, et puis au troisième passage, où je me suis dit, bon, de toute façon, maintenant, vu comme il est, je le garderai pour toujours, ce livre, donc il n'y a pas de problème. J'ai commencé à écrire au stylo. Et là, j'ai tout de suite relevé quelque chose qui ne me plaît pas dans ce livre, c'est la manière dont l'autrice s'adresse aux lectrices et aux lecteurs, mais en tout cas, elle accorde au féminin, donc je vais dire plutôt aux lectrices, à appeler ma douce, ma belle, ma chérie, ma jolie, ma biche. Je ne supporte pas ça, je déteste ça, en dehors de ce livre, même dans la vraie vie, j'aime pas ces surnoms, j'aime pas qu'on m'appelle comme ça. Et donc, j'ai commencé en fait simplement à barrer les endroits dans le livre où elle écrivait, voilà, là ça devait être coucou ma douce, j'ai simplement barré. Ici, vous voyez, je commence déjà à décorer un peu mes pages avec les petits motifs d'étoiles. Pareil, c'est un motif qui est important et assez récurrent dans ma pratique en fait, les étoiles. Voilà, ensuite, donc encore des petits post-it. Alors les petits post-it, en fait, je m'en sers surtout avec souvent maintenant des réflexions que je me mets à travailler pour pouvoir, en fait, une fois que je les ai travaillées, éventuellement les enlever. Une fois que je les ai répertoriées ailleurs. Ici, je me posais des questions sur l'appropriation culturelle dans ma pratique. C'est vraiment un questionnement important pour moi. Parce que, en fait, je me sens très connectée à certaines cultures qui ne sont pas les miennes. Notamment la culture amérindienne, leur approche de la magie, de la sorcellerie, même si ils mettent pas ces termes-là dessus, bien sûr. Mais je me sens vraiment très proche et en même temps, c'est pas du tout ma culture. Et donc, je me pose souvent la question de comment je peux intégrer ça sans rentrer dans de l'appropriation culturelle pour que ça fasse sens pour moi et que ce soit fait dans le respect. Voilà, ça, c'est vraiment une question qui revient souvent chez moi. Le travail avec les sigils, ça, je sais que c'est vraiment quelque chose, ça fait partie pour moi d'une des pratiques que j'utilise le plus, je pense, parce que c'est la créativité pure, la création de sigils, et en plus, c'est la créativité de dessin. Donc c'est vraiment en plein dans ce que j'aime et dans ce que je fais. J'ai d'ailleurs un livre sur la magie des sigils.
qui est très très intéressant. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais faire aussi une review de ce livre-ci. Vous voyez ici, j'ai encore barré. Elle avait dû mettre encore un ma douce ou un ma belle. Et puis donc, premier chapitre ici. Toujours mes petits stickers, mes petits index comme ça. Des collages, des images. Et là, on va commencer à avoir les premiers inserts. Vous voyez ici un petit flap d'une feuille à carreaux avec un peu d'aquarelle et un sticker accroché au masking tape. Ici, je suis venue justement me questionner sur les mots utilisés, donc de sorcière, de sorcellerie, pour voir qu'est-ce qui me parlait le plus et comment me définir en fait, parce que je pratique pas la sorcellerie dans vraiment sa définition. Donc voilà, je savais pas trop dans quelle case rentrer, donc j'ai un peu pris le temps de prendre des notes sur ce mot sorcière, le mot witch en anglais dont j'aime bien la sonorité. Finalement, c'est la magie qui me parle plus que la sorcellerie, donc le mot magicienne. Voilà, j'ai vraiment fait une petite réflexion autour de ces termes qu'on utilise, puisque c'était le sujet du chapitre 1 ici. Que signifie pour nous le mot sorcière? Voilà, ici encore plein de petites notes. Là, je pense que j'ai noté tous les films et les références de pop culture qui font écho pour moi aux sorcières. Je crois qu'elle interroge quel rapport on a avec ce mot et de notre enfance, quelle était l'image de la sorcière qu'on avait. Donc là, j'ai listé tous les références de sorcières. Et puis, ce que je fais dans ma pratique, parce qu'elle parle de ce que font les sorcières, donc ce que je fais moi, donc en 2023, l'année dernière. Tirer les cartes, je le fais toujours. Créer des sigils aussi. Faire des rituels de lune, je le fais toujours, même s'ils ont changé de forme depuis. Travailler avec des artefacts. Étudier Anne, et je peux rajouter étudier Harry Potter et étudier aussi le Seigneur des Anneaux, qui sont vraiment les 3 grands univers que j'adore étudier dans ma pratique. Célébrer les sabbats. Aujourd'hui, j'ai choisi de me détacher de ceux qui ne me font pas sens ou que je ne célèbre pas, et de me focus sur ceux qui me parlent. Le travail générationnel et inter- ou transgénérationnel, de plus en plus vraiment en lien avec la famille. J'ai un hôtel, mais que je déteste appeler hôtel. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel je n'ai pas encore trouvé, mais j'aimerais vraiment changer le nom de mon hôtel pour l'appeler autrement, parce que pour moi, ça a vraiment une connotation religieuse et religion chrétienne notamment, puisque c'est celle avec laquelle j'ai grandi, l'autel, et donc ça me parle pas du tout, donc j'ai vraiment envie de lui trouver un autre nom. Créer des rituels, je vous ai dit, j'en fais de moins en moins, et puis la visualisation, la méditation, le pathworking aussi avec mes cartes, notamment mes cartes de tarot, c'est toujours quelque chose que je fais aujourd'hui. Toujours mes petites étoiles. Ici, donc vous voyez, les petites notes dans la marche, partout. Les synchronicités, je lis ici, ça c'est aussi une notion très importante avec laquelle je travaille beaucoup. Je me suis d'ailleurs fait la réflexion que pour moi, les synchronicités, c'est des rendez-vous qui sont lancés par l'univers. Et après, libre à nous de répondre ou non à ces rendez-vous, qui nous sont, ces invitations en fait, qui nous sont envoyées. Ici, j'ai fait un petit flap où je suis venue... je suis allée regarder des vidéos en fait de toutes les sorcières que j'avais listées notamment au début, là vous vous souvenez, hop je sais plus où, dans les premières pages ici là de mon livre, et puis de noter en fait quelles sont leurs visions de la spiritualité, de la sorcellerie, de la magie, et de relever en fait tout ce qui faisait sens et écho avec moi. Donc ici j'ai pris des notes sur Mystic Moon, donc je vous en parlais avec son rapport à la magie des cycles et la magie de la nature. Biche lunaire aussi, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Ad Astra, pareil, qui a des super vidéos un peu d'initiation à plein de thèmes autour de la magie. Elle a fait des livres aussi qui sont vraiment très très bien. Et toujours Émilie avec la magie des plantes. À chaque fin de chapitre aussi, elle met toujours un petit encart avec à écrire et à essayer. Donc avec des questions de journaling et puis des
des choses directement pour commencer à tester dans sa pratique. Donc ça peut être des rituels, ça peut être des, voilà, des choses à faire. Ici, elle parle d'aller lire plein de livres, vidéos, podcasts, etc. d'autres sorcières pour comparer leurs expériences, etc. Donc c'est exactement ce que j'ai fait ici sur mon petit flap. Et puis les questions, j'ai commencé directement à y répondre dans le livre, ici au crayon de papier. Donc c'était à ma première lecture. Pourquoi devenir une sorcière rebelle? Donc là, je me suis fait une petite liste de ce qui me fait du bien. Ça, c'est vraiment quelque chose dans lequel je viens souvent mettre le nez. En termes de musique, en termes de films, en termes de nourriture, d'activités. Pour, quand j'ai envie de me refocus un petit peu. Donc vous voyez, j'intègre dans ce livre tout ce qui touche à ma pratique. Mais c'est vraiment au sens très, très large. Hein. Ma pratique créative, ma pratique magique. Ma pratique tarologique, voilà, on est vraiment au sens large. Ici, je crois qu'elle parlait de souvenirs, une pratique qui capture les souvenirs de vos hauts les plus vertigineux et de vos visions de l'avenir les plus folles. Et je suis tombée sur cette petite carte sur un happiness, votre vie en un souvenir. Et donc, je suis venue noter ici les souvenirs les plus marquants de mon existence, hein, tout simplement. Encore des surlignages, donc là on voit, vous voyez les différentes couleurs en fonction des premières lectures, deuxième lecture. Et puis toujours mes petites notes. Âme sorcière du quotidien, ça c'est vraiment un terme que j'aime beaucoup utiliser parce que le mot âme sœur me parle énormément, surtout depuis la série Anne with an E, donc de Anne Shirley, où elle évoque la possibilité en fait d'avoir plusieurs âmes sœurs, que chaque personne avec lesquelles on peut avoir une connexion particulière et qui prennent une importance particulière dans notre vie ou dans une partie de notre vie, puissent en fait être des âmes sœurs. J'ai trouvé ce concept vraiment, ça a été très percutant pour moi. Et puis du quotidien pour réancrer aussi sur l'aspect en fait de simplicité et de ce qui est déjà présent et il suffit simplement d'ouvrir les yeux pour voir que la magie est partout autour de nous. Donc vraiment, âme sorcière du quotidien, je trouve que ça me définit plutôt bien. Ensuite, on avance donc dans les chapitres. Ça, c'est un petit clin d'œil à Oriane. Du contrée Nathan, il n'y a pas la police de la magie qui va venir me dire que je fais mal. Petit rappel. La police de la magie n'existe pas, comme la police des journaux n'existe pas, comme la police de la créativité n'existe pas. On arrive d'ailleurs dans mes premiers post-it ici, donc bleu, les questions, si je ne dis pas de bêtises, voilà. Alors, les post-it, je les ai tous posés à ma première lecture, donc quand je cherche ce que dans toute ma page, de quelles questions je parle, je sais que c'est ce qui est surligné en bleu ici, ou qui est souligné au stylo ou au crayon. Voilà, ici j'ai beaucoup à noter. Reine magique, j'aime bien ce terme aussi. Pas mal de notes ici. Certaines sorcières ont du mal à se prendre au sérieux. Et je réponds, est-ce que Molly Robert se prend au sérieux? La magie peut aussi être fun. Ça, c'était vraiment, vraiment important pour moi aussi. J'annote mes propres notes aussi, hein, au fur et à mesure de mes lectures. Voilà, elle parle ici de l'importance ou non de s'assumer en tant que sorcière, d'en parler autour de nous ou non, d'être une sorcière secrète ou non, d'avoir le droit de choisir aussi de se révéler à seulement une partie de notre entourage ou pas. Des questionnements aussi très intéressants ici, au début du livre. J'avance un peu pour aller dans une partie qui va nous parler plus, qui est la partie vraiment pratique. Donc c'est la deuxième grande partie du livre ici, qui s'appelle Vers le concret, je crois. Vers le concret. Hop là. Voilà. Ce que vous voyez, j'ai moins d'annotations sur le début du livre. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, là, on va arriver dans la partie où il y en a beaucoup plus. Donc, vous voyez, pourquoi la sorcellerie? Pour rêver et faire rêver. C'est la même réponse pour moi à pourquoi je dessine. D'ailleurs, je l'ai écrit là. Réflexion.
Les questions que je me pose pour ma pratique magique s'appliquent aussi à ma pratique du dessin. Pourquoi je dessine? Pour rêver et faire rêver, pour redonner du sens, pour m'apaiser, pour me reconnecter au rythme, au cycle, à la nature. Ça me parle toujours aujourd'hui. C'est intéressant aussi parce que là maintenant, donc on est à 2 ans depuis mes premières annotations. Et c'est intéressant de voir comme des fois, je confirme d'être toujours en accord avec ce que j'ai dit. Ou des fois comme je vais me contredire et m'annoter en me disant non mais je suis plus du tout d'accord avec ce que j'avais écrit là. Donc voilà, ça me permet de... Comme si je me parlais à moi-même aussi, donc c'est intéressant. Ici par exemple, premier tip-in avec les cartes de mélodie. Voyez, avec ici un mantra. Donc je ne sais plus d'où je l'ai tiré, parce qu'en général je note avec un petit arrobas quand ça vient de l'extérieur, mais là je n'ai pas noté. Mais un petit mantra à me répéter quand je m'engage dans un nouveau projet. Je m'engage pour ce projet à faire preuve de persévérance pour atteindre la ligne d'arrivée en toute confiance. Voilà. Avec un petit sigil là, je pense, en fond associé. Donc vous voyez, c'est vraiment, je l'ai mis ici parce que je sais que quand je vais démarrer un nouveau projet, je vais venir chercher dans mon livre mes notes et puis je vais retomber sur cette note et je me dis, ah oui, c'est vrai, j'ai ce mantra-là pour l'intégrer vraiment comme un rituel, comme une routine. Hop là. Ici, encore un petit tip-in que je n'ai pas rempli. Et là, je suis venue carrément faire un petit collage sur cette page. J'aime vraiment beaucoup. Avec une des cartes de tarot, la papesse. Imagination, une magie secrète. Et voilà, là, on entre vraiment dans le concret. Donc, c'est vraiment la partie que j'ai le plus à noter, qu'on va voir ici. Puisque, donc, vous voyez, je me suis arrêtée à peu près au milieu de cette partie-là, d'ailleurs, dans ma deuxième lecture. Et puis, il me reste tout le reste après à relire. Ici, donc, sur le calendrier sorcier, je trouvais ça vraiment intéressant parce qu'elle propose de faire une roue de l'année, mais en ne gardant que les sabbats et les esbats, donc c'est-à-dire les célébrations de changement de saison, de pleine saison, équinoxe, solstice, etc. En ne gardant que ceux qui nous parlent et en intégrant aussi d'autres dates qui peuvent être importantes. Et donc, elle fait plein de propositions et toute une liste de ce qu'on peut ajouter. Des dates d'anniversaire importantes, des dates de routine et de rituels qu'on a envie de mettre dans notre calendrier. Par exemple, je ne sais pas, si on voulait faire une journée de notre enfant intérieur, eh bien, elle propose de l'intégrer dans notre roue de l'année. Donc, je trouvais ça vraiment très pertinent, ce chapitre, très très intéressant. Des petits, vous voyez, des petites tipines d'images. Ici, j'ai fait un petit rappel pour venir expliquer comment j'ai célébré la roue de l'année en 2023. Et puis, j'ai rajouté après pour chacun des sabbats qu'elle passe en revue avec l'explication un peu du sabbat en question et ce qu'on peut faire comme rituel autour de cette célébration. Je suis venue, moi, me rajouter comme ça une petite carte où j'ai écrit ce que moi j'ai fait à l'année 2023 pour célébrer, donc ici par exemple l'équinoxe de printemps. J'ai noté ce que j'ai fait pour Ostara en 2023. Et pareil pour chacun. Et donc, d'ailleurs, il faudrait que je le fasse aussi là pour 2024, le mettre à jour. Et ça, c'est vachement bien parce que ça me permet de me replonger dedans et de me dire ah oui, c'est vrai, tiens, l'année dernière, j'avais fait tel tirage de cartes, par exemple, pour Beltane. Je l'avais trouvé vraiment chouette et de pouvoir le réutiliser. Parce que sinon, je fais tellement de choses que, bien sûr, d'une année à l'autre, j'oublie ce que je peux mettre en place et ce que je peux tester. C'est d'ailleurs tout l'intérêt d'un grimoire, de répertorier, ou d'un livre des ombres, de répertorier notre pratique. C'est ce que je fais ici. On voit d'ailleurs là que les 2 sabbats de l'été, c'est des sabbats que je ne célèbre pas, puisqu'en général, je suis pas du tout chez moi. Je suis toujours soit en séjour, soit en vacances, soit en famille. Enfin, voilà, je suis toujours à droite à gauche, donc je prends rarement le temps de les célébrer. Contrairement à ceux de l'automne, là où je fais plein de choses pour Mabon et Samhain. Le solstice d'hiver aussi. Ensuite, elle parle de la lune ici. Donc là, la lune, pour moi, c'est vraiment, pour le coup, une pratique que j'ai intégrée très très tôt. De faire des rituels de lune. J'ai toujours été attirée par la lune. J'adore la regarder. Dans le ciel, je suis toujours en train de la chercher.
quand j'ai commencé à m'interroger, à me pencher sur ma pratique magique, voilà, j'y ai trouvé un sens. Donc là, j'ai vraiment pris le temps de venir noter quel rituel je fais, quel sens je porte moi aux phases de lune et à ce qu'elle m'évoque. Ici, j'ai fait tout un flap pour répondre aux questions justement sur voilà, qu'est-ce que m'évoque la lune, quel est mon lien avec elle, etc. Avec toujours mes petits printables. La carte de tarot de la lune ici, collée contre une petite feuille à carreaux. Ça me permet de venir encore une fois rajouter un espace pour prendre des notes. Ici justement, elle parle des anniversaires et des dates importantes qu'on peut intégrer, comme par exemple l'anniversaire de figures de pop culture qu'on pourrait intégrer dans notre calendrier. C'est là d'ailleurs à la lecture de ce livre que vraiment j'ai vraiment intégré la pop culture qui fait pleinement partie de ma vie en dehors de ma pratique magique. Et donc elle l'a soulevé, Kellyanne Maddox, l'autrice, l'a soulevé dans ce livre et j'ai trouvé que c'était une formidable nouvelle porte qui s'ouvrait pour moi. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment très très intéressant et j'ai pris plein de notes à ce sujet-là dans le livre. Voilà, et notamment ici, j'ai répertorié tous les références de pop culture que j'ai envie d'inviter dans ma pratique, donc les films. Je vous ai dit, Seigneur des Anneaux, Harry Potter et Anne, voilà. Les personnages, beaucoup de Disney aussi, j'ai vraiment été très très marquée par les Disney. Donc les personnages de Disney, j'ai vraiment envie de les intégrer. Les séries et puis les choses liées à l'enfant intérieur, parce que c'est aussi une notion assez importante pour moi. Les souvenirs aussi. Voilà, elle fait ici par exemple toute une liste d'idées de journées rituelles qu'on pourrait créer pour sa pratique. Une journée de tri, une journée pour rendre hommage à un personnage de pop culture, une journée pour célébrer notre enfant intérieur. Enfin voilà, elle en a, vous voyez ici, toute une liste. Hop, elle parle ici des esprits et des divinités. Donc ça, c'est une chose avec laquelle je travaille très très peu. Donc j'ai pas beaucoup, vous voyez, j'ai pas beaucoup à noter ce chapitre-là ici, si ce n'est qu'elle parle des animaux, et là, les animaux guides, là, ça me parlait notamment avec le cerf blanc, qui pour moi est vraiment mon animal guide. Voilà, j'ai noté... là, elle parle aussi de nos entités, de nos propres entités. Ça, c'est notamment un travail que V bataille, c'est vraiment son créneau, la création d'entités, et donc en fait, mettre en lumière les différentes parties de nous-mêmes. Ça, c'est un travail que je fais petit à petit au fur et à mesure et j'ai pu déjà identifier certaines différentes parties de moi, notamment la petite Chloé qui est l'équivalent de mon enfant intérieur. Et voilà, je suis venue répertorier ça ici. Ici, on est sur, je crois... Hop, attendez, je relis le début du chapitre. Ah non, héros icône. Ah oui, c'est une liste de tout ce qu'on peut faire pour entrer en contact et célébrer justement nos divinités, héros, héroïnes, mentors, etc. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Elle donne plein d'idées auxquelles je n'avais pas du tout pensé. Par exemple, dédier une posture de yoga, associer une musique ou une chanson à telle déité, par exemple. Enfin voilà, elle donne vraiment ici plein d'exemples comme ça. Je trouvais ça vraiment très pertinent. Voilà, je me suis arrêtée ici pour ma deuxième lecture. J'ai déjà en fait un peu entamé aussi sur la suite. Vous voyez à la première lecture, enfin à la deuxième lecture. Non, la première lecture du coup, puisque ma deuxième lecture s'arrête là. Je me perds un peu. J'avais déjà entamé bien sûr des choses un peu... Quand j'ai une idée qui me vient, je viens glisser dans mon livre au chapitre correspondant. Donc voilà, ici j'ai fait... Petit tip-in, on est toujours avec des références de pop culture ici, qui parlent de magie. Est-ce qu'il y a d'autres chapitres, vous voyez, avec des petites annotations? Je crois que j'ai fait encore d'autres pages. Vous voyez, elle parle ici de rituels, de guérison, de célébration, de dévotion, de purification. Voilà, tout plein de types de rituels qu'on pourrait faire et comment on peut les faire. Toutes les magies différentes aussi, la magie des pierres, la magie des cartes,
la magie des bougies, la magie lunaire, la magie des plantes, des poupées, des cordons. Enfin voilà, là c'est très intéressant, des sigils. Elle fait vraiment un panel de toutes les magies qui peuvent être utilisées. Elle parle d'astrologie un petit peu dans ce chapitre-ci. Les journaux et les grimoires, bien sûr. Donc moi, j'ai répertorié tous les journaux qui sont liés à ma pratique. Donc mon grimoire créatif, ça c'est vraiment l'équivalent d'un grimoire pour moi, mais visuel, où je viens répertorier par exemple mes mots-clés du tarot, les mots-clés des différentes phases de lune, voilà, tous ceux dans quoi je peux revenir, mais que j'ai mis en page un peu visuellement. Le livre Rebel Witch qui là est mon grimoire écrit. Mon Magic Book, c'est en fait l'équivalent du livre des ombres, mais en art journal. Donc là, c'est vraiment quand je processe, quand je teste quelque chose. Je ne suis pas amenée à revenir forcément dessus de manière utile. Et mon Magic Journal, c'était l'équivalent de mon livre des ombres écrit, mais celui-là, je l'ai supprimé. Et en fait, il est intégré dans tous les autres. Donc là, elle parle de la différence entre livre des ombres et grimoire, justement. Et puis tous les types de journaux qu'on peut tenir liés à sa pratique. Journal de rêve, de visualisation, etc. Et la troisième partie, continuer à grandir, donc c'est celle que j'ai le moins exploitée encore pour l'instant, mais qui est vraiment un peu dans l'idée d'aller plus loin en fait, ou d'aller s'expérimenter à d'autres pratiques un peu plus précises, comme ici par exemple le travail de l'ombre sur ce chapitre, où voilà, elle explore un peu ce concept et comment on peut venir faire ce travail de l'ombre chacun. Vous voyez, on travaille beaucoup par liste et par mots-clés. Elle pose beaucoup de questions. Vraiment, c'est vraiment un livre qui est très très pratique, je trouve. C'est vraiment comme un guide qu'on peut utiliser directement. On peut venir chercher juste un chapitre, juste une partie en fonction de ce qu'on travaille dans notre pratique magique. Donc je le trouve vraiment très concret, très... voilà, en tout cas quand je le lis, il me donne tout de suite envie de me mettre à ma table et de faire quelque chose, de créer quelque chose. Donc c'est pour ça que je l'aime vraiment beaucoup. Ici à la fin, hop, je suis venue répertorier mes propres correspondances. Je parlais au début, hein, ma note de ne pas prendre les correspondances générales, mais bien de prendre le temps de connecter moi avec les outils que j'ai envie d'approfondir et de créer mes propres correspondances. Je me suis fait un petit livret ici avec les 2 plantes que j'ai commencé à travailler, avec la lavande et puis la pomme. Et toutes les correspondances, je peux venir piocher. Et puis des petits mémos. Donc là, les trombones sont aussi mes meilleurs amis pour tous les tipines. Trombones et mesquin tape. Hop. Parfait pour venir ajouter des pages dans nos livres. Voilà pour ma lecture de Rebel Witch ici. Je vous ai fait un petit review, un petit panel. Peut-être que quand j'aurai vraiment complété encore plus ma lecture et notamment sur les dernières parties, je vous ferai peut-être une deuxième partie de review de ce livre. Et puis ça m'a permis en même temps de pouvoir vous parler de la lecture active et de comment, pourquoi, quand, quoi, qu'est-ce autour de ce principe-là. J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas, hein, si vous en avez, à me les mettre en description. Je prends le temps de lire généralement tous vos commentaires avec grand plaisir et d'y répondre au maximum. Voilà, comme ça, vous avez vu comment j'ai pu un peu me réapproprier ce livre pour qu'il devienne vraiment mon propre grimoire. Comme quoi, n'importe quel support est bon, que ce soit un magnifique carnet de cuir brodé, comme un bête cahier à 2 € chez Emma, ou même comme un livre directement. Je vous laisse ici pour cette vidéo YouTube, et puis je vous retrouve bientôt pour la prochaine. Bye!